Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler de développement athlétique et ensuite on va répondre à l'une de vos questions concernant la tendinopathie rotulienne. Pour le développement athlétique, on va répondre à la question suivante. Est-ce que le body split c'est un bon split pour les athlètes qui ne sont pas des bodybuilders? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le body split, on parle ici des entraînements classiques. Vous avez sûrement tous entendu parler de ce split là où on fait pec un jour le lundi, on fait dos le mardi, on fait épaules le mercredi, on fait jambes le jeudi, enfin bref, je me rappelle même plus de ce split. Personnellement, je n'ai jamais utilisé ce split parce que j'aime m'entraîner comme un athlète pour développer mes qualités athlétiques. Du coup, ça m'a jamais intéressé, ok. Et je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font, beaucoup d'athlètes font, d'athlètes qui ne sont pas des bodybuilders ici, d'utiliser ce genre de split. Et j'ai reçu beaucoup de questions sur le sujet, donc je me suis dit que j'allais faire un épisode pour essayer d'y répondre. Des gens qui me disent, je suis footballeur, je suis basketteur et je m'entraîne 4-5 fois à la salle de musculation parce que je veux améliorer mes performances, changer un peu mon look bien entendu, et malheureusement je n'ai pas les résultats souhaités, je vois pas de transfert sur le terrain. Tu m'étonnes. Donc je vais expliquer un peu tout ça dans cet épisode. Et avant toute chose, avant de donner mon avis en expliquant exactement pourquoi je me positionne de la façon dont je me positionne, j'aime toujours donner un historique. Je pense que c'est très important d'étudier l'histoire des choses pour comprendre d'où elles viennent. Ça nous permet un peu de mieux contextualiser le tout et de savoir se positionner d'une meilleure façon avec un esprit un peu plus critique par rapport à tout ça. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le body split, eh bien ça a été introduit durant la Golden Era, l'époque du bodybuilding dans les années 80 où justement Arnold Schwarzenegger et compagnie, etc. ont popularisé la musculation, le fait de développer leur look, etc. Et du coup, on a vu justement ces bodybuilders partager leur style d'entraînement. Il y a eu plein de méthodes d'entraînement qui ont fait surface, mais le body split c'était vraiment le truc qui était utilisé par la plupart de ces grands bodybuilders connus. Donc on entraîne une partie du corps chaque jour. Maintenant, pour contextualiser le tout, ces bodybuilders sont bien entendu des gens qui font recours à des produits chimiques. Ce sont des gens chargés, et bien que je n'ai rien contre l'utilisation de ces produits pour leur sport, parce qu'au final, encore une fois, pour contextualiser le tout, le dopage, ça fait partie, c'est une partie intégrante du bodybuilding aujourd'hui, c'est un fait, même chez les naturels, voilà, on aura compris, d'accord, naturel pendant le jour du testing, mais peut-être que 2-3 ans avant, eh bien tu t'es dopé et puis aujourd'hui tu es naturel, quoi. Donc voilà, j'ai fait un épisode sur le bodybuilding en parlant de ça avec Léo Stoussi, qui est pratiquant et coach également des professionnels de bodybuilding. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est une partie intégrante du sport et c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Pourquoi? Parce que justement l'utilisation de ces produits chimiques, c'est ce qui va favoriser la récupération, certaines adaptations tissulaires, et ce qui va pousser ces bodybuilders à utiliser un volume de travail qui est énorme parce qu'ils peuvent justement récupérer de ce volume de travail et créer les adaptations grâce à leurs produits chimiques. Mais, et un grand mais ici, la plupart des gens qui n'utilisent pas de produits chimiques, eh bien malheureusement ça va être contre-productif. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à créer ces adaptations avec un volume beaucoup trop intense. Donc si on se retrouve à faire, je sais pas, 10 séries, 10 exercices différents pour les biceps, ça sert à rien, on va être extrêmement courbaturé. On a fait une session entière pour les bras ou pour les épaules, vous mettez ça dans la séance que vous souhaitez. Au final, on va pas pouvoir avoir les mêmes adaptations que quelqu'un qui est chargé. Ok, c'est pour ça qu'on utilise des drogues. C'est pour ça que ces gens-là utilisent des drogues et qu'ils peuvent utiliser ce split-là. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut garder en tête et qu'il ne faut jamais se débarrasser parce que, encore une fois, c'est utilisé, ça vient de là, ça a été créé par ces gens-là, pour les finalités qu'ils souhaitent atteindre. Et ça, c'est un truc qu'il faut pas négliger. Maintenant, en plus de ce facteur chimique, un truc qui est très important à garder en tête, c'est la modalité d'entraînement qui a été créée pour le sport en question qui est le bodybuilding. Et je pense que c'est une grosse erreur qu'on fait dans l'industrie du fitness de manière générale, c'est que on a associé la pratique de musculation à la pratique de bodybuilding. Du coup, on a utilisé les modalités de bodybuilding dans la pratique de musculation. On a associé le tout comme si c'était un truc. Et bien entendu, si tu veux faire de la musculation, eh bien, tu dois utiliser des modalités de bodybuilding. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui font des body splits alors que ça ne leur convient absolument pas pour les objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Et ça, c'est une erreur qu'on fait de manière générale et que je vois aujourd'hui énormément dans la préparation physique avec le powerlifting et le crossfit. On fait exactement la même chose. On utilise des standards de powerlifting pour
juger d'autres athlètes en termes de préparation physique. On utilise des modalités de CrossFit pour entraîner certains athlètes qui ne font pas du CrossFit. Et rappelez-vous que, encore une fois, ces modalités ont été créées pour des sports bien précis, avec des objectifs bien précis. Donc quand on fait du powerlifting, on le fait, on s'attarde sur certains détails très importants, la technique, etc., la charge qu'on va porter, parce que la finalité, c'est d'être meilleur au powerlifting. Pareil pour le CrossFit, on utilise des modalités de CrossFit, des exercices bien précis ou autres, parce que le but, c'est d'être meilleur au CrossFit. On est jugé dans les règles du CrossFit. Mais maintenant, si tu es un athlète de basket, un athlète de foot, un athlète de sport de combat, eh bien, on s'en fout de devenir meilleur au powerlifting, on s'en fout de devenir meilleur au CrossFit. Et je pense que c'est une grosse erreur qu'on fait dans l'industrie du fitness et que je vois beaucoup de mes collègues faire de manière générale. Et je pense que j'ai la chance d'échapper à l'utilisation de ces modalités ou d'être marié à certaines modalités bien précises, parce que j'ai eu l'occasion de tout faire et j'ai eu l'occasion de tout étudier. Et ça a été mon approche quand j'ai commencé dans cette industrie. Je me suis dit, moi, je ne vais pas être marié à un truc. Je vais étudier avec les bodybuilders et je vais essayer d'extrapoler ce qu'il y a d'intéressant dans leur science. J'ai étudié avec les powerlifters, la plus grande école de powerlifting, et j'ai extrapolé ce qu'il y avait extrapolé. J'ai étudié ce qu'il y avait étudié dans le CrossFit. J'ai extrapolé ce qu'il y avait à extrapoler. J'ai étudié ce qu'il y avait dans le monde des sprinters. J'ai extrapolé ce qu'il y avait extrapolé. Et au final, je me dis, ok, fondamentalement, c'est ça qui est intéressant. Pour créer les adaptations que je cherche à créer, je peux utiliser cette modalité-là, mais en aucun cas, j'utilise des standards arbitraires qui ont été donnés par ces sports. Parce que le but, encore une fois, ce n'est pas de devenir meilleur à ce sport-là. La pratique de musculation a été utilisée pour développer son système musculo-squelettique. C'est tout, ok? Ça ne veut pas dire qu'on doit exactement répliquer ce que les bodybuilders font, ce que les powerlifters font, ce que les crossfitters font, ok? Donc ça, je pense que c'est un point très important à mentionner en parlant d'historique ici. Donc le problème avec ça, c'est que pourquoi je dis tout ça? Parce que si c'est pas votre sport, d'accord, eh bien, vous êtes en train de prioriser des modalités qui, au final, ne vont pas être bénéfiques et qui ne vont pas avoir un transfert sur votre pratique sportive. Votre sport, si vous êtes un athlète de terrain, un athlète de sport de combat, peu importe, eh bien, c'est de devenir meilleur à votre sport. Et ça doit toujours être votre focus primaire, ça doit toujours être le focus principal. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Votre pratique à vous, ce n'est pas la musculation, ce n'est pas le powerlifting, ce n'est pas le crossfit. Donc, il faut garder ça en tête en tout temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais devoir choisir vraiment la dose qui va être effective pour que j'ai les adaptations souhaitées. Je ne veux pas en faire trop. Si j'en fais trop, ça va être contre-productif. Ok, je veux savoir sélectionner exactement quels exercices je vais utiliser pour pouvoir cibler certains tissus qui vont être nécessaires à mon développement pour ma pratique sportive. Et c'est à travers ces lentilles-là qu'on doit regarder le monde de la préparation physique, le monde de la musculation de manière générale. Okay, donc ça, c'est très important de le garder en tête, parce que autrement, utiliser ces modalités avec des standards arbitraires, avec des organisations arbitraires ou qui copient simplement d'autres sports, ça ne va faire que de porter préjudice à votre focus principal qui est votre sport. Ok, donc il faut le garder en tête en tout temps. Je crois que j'ai répété ça 10 fois depuis le début de l'épisode, mais ça m'insupporte tellement de voir ces gens utiliser ces différentes modalités, ces athlètes de haut niveau ou amateurs. Eh bien, voilà, c'est vraiment pas approprié. De manière générale, il faut garder ça en tête et je vais expliquer pourquoi c'est pas intéressant. Donc, selon moi, le body split, ce n'est pas approprié pour les athlètes qui ne sont pas des bodybuilders, d'accord, qui ne font pas des sports de force ou autre. Là, en l'occurrence, bodybuilder pour le body split, eh bien, c'est que de 1, il y a beaucoup trop de volume sur les mêmes tissus. Ok, on se retrouve à faire 10 exercices différents pour les jambes, ok, même pas pour les jambes, pour les mêmes groupes musculaires. Au final, ça sert à quoi? On va sortir extrêmement courbaturé. Et qu'est-ce qui se passe quand on sort extrêmement courbaturé de la salle de musculation? Eh bien, on arrive sur le terrain, on est courbaturé. Et qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à performer au meilleur niveau. Et même, je dirais, on se met à risque. Parce que si le corps n'a pas eu la capacité de récupérer des dégâts supplémentaires infligés sur une autre pratique qui vient sur un second plan, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On se met à risque éventuellement
dans un milieu qui n'est pas orchestré. Rappelez-vous, la plupart des sports, si on prend l'exemple ici des athlètes de sport collectif ou même sport individuel, sport de combat, l'athlétisme, etc. Parfois, voilà, c'est un environnement qui n'est pas orchestré. On ne peut pas tout organiser comme dans la salle de musculation. J'ai pas le temps de poser mon pied exactement de la façon dont j'aimerais poser mon pied. Je sais pas si mon adversaire va me tacler de ce côté, j'ai pas le temps de me préparer. Donc j'ai envie que mes tissus soient assez aptes, qu'ils soient aptes à à utiliser de l'énergie et à absorber cette énergie à laquelle je dois faire face si je me retrouve dans une position qui me demande de le faire, ok? Mais si je suis fatigué, mes tissus n'ont pas encore récupéré de ma pratique de musculation, c'est pas très intéressant, ok? Donc très important de garder ça en tête. Trop de volume inutile, ça ne sert absolument à rien. On a simplement besoin du volume nécessaire pour créer les adaptations nécessaires qui vont avoir un transfert ensuite sur l'athlète pour qu'il puisse ensuite utiliser tout ça dans son sport. Ensuite, selon moi, le deuxième point, le deuxième facteur à mentionner, c'est qu'il n'y a pas assez de spécificité sur les tissus entraînés. Okay? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour un footballeur de passer toute une séance à travailler sur ses épaules ou à faire travailler sur son dos ou travailler sur ses pecs? Ça sert à quoi, okay? Quand j'entraîne un athlète, je me dis, d'accord, quelle extrémité il utilise principalement? Est-ce que c'est principalement le haut du corps? Est-ce que c'est principalement le bas du corps? Ok, peut-être que c'est les deux. À quel ratio? D'accord? Quelle qualité je dois développer? On va y venir dans un instant, ok? Mais passer toute une séance à chercher l'esthétique, à faire plusieurs exercices, trop de volume sur un même groupe musculaire qui au final ne va ramener aucun transfert, pour moi ça ne sert absolument à rien. Attention, je ne dis pas que on ne peut pas viser certains muscles qui au final ne vont pas nous apporter grand chose, simplement parce qu'on aimerait ramener son look à un autre niveau. On peut très bien le faire, mais selon moi, ça sert à rien de passer toute une séance à le faire. Rappelez-vous qu'on a un temps qui est limité quand même. Okay, donc mieux vaut utiliser ce temps intelligemment et faire les choses bien. Le troisième point, selon moi, qui explique pourquoi on ne devrait pas utiliser un body split, eh bien c'est qu'il n'y a pas de développement de qualité athlétique spécifique à l'athlète. Le but de l'athlète, c'est très simple. Okay, c'est très simple, je le résume à chaque fois comme ça. C'est de devenir plus fort, plus rapide et de construire des tissus plus résilients. C'est tout. Ça s'arrête à ça. Ok? Donc ça revient à ce que j'ai mentionné rapidement auparavant. On cherche à développer des qualités athlétiques bien précises. Et il y a des qualités tissulaires, c'est-à-dire qu'on va créer des tissus plus forts pour que justement on puisse exprimer ces qualités athlétiques et qu'on puisse mitiger le risque de blessure. Donc ça c'est très important de le garder en tête. Donc en tout temps, je dois penser à ça. Je dois rendre mon athlète plus fort, je dois rendre mon athlète plus rapide et je dois rendre ces tissus plus résistants. Est-ce que faire ma séance pec ou épaule avec plein d'exercices qui visent ces lignes de tissu là qui ne sont pas sollicitées dans mon sport, est-ce que c'est utile? Franchement, est-ce que c'est utile? Pour moi, c'est même bête de l'expliquer, ok? Donc, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui leur demandent de faire ça. À des athlètes, j'ai reçu des messages d'athlètes, de semi-professionnels, amateurs, et on leur demande de faire ça. Donc ça c'est vraiment un truc qui n'est pas intéressant, parce que notre but en tant que coach, en tant que personal trainer, en tant que préparateur physique, c'est d'être un bon retour sur investissement. Donc j'ai envie d'investir mon temps et mon énergie dans des trucs qui vont justement me donner ce retour que je vais pouvoir utiliser dans mon sport, dans le sport que la personne pratique. Ok, donc vous l'aurez compris, pour ces trois raisons là, on ne veut pas utiliser le body split pour les athlètes, c'est vraiment pas intéressant. Donc body split 0, les athlètes, j'ai un truc pour vous, ok? J'ai déjà fait un épisode, si jamais, qui s'intitule Full Body ou Body Split pour la population générale, même, parce que je parle ici du Body Split pour la population générale. Je trouve que c'est pas approprié non plus, ok? À moins que vous fassiez quelques manipulations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu es un athlète, personnellement, je conseille de faire les splits suivants. Soit on fait un lower body, bas du corps, et upper body, donc haut du corps, ok? On fait une session axée que sur ça, ou deux sessions, ça dépend du temps que vous avez à disposition, votre niveau dans le sport que vous pratiquez, d'accord? Combien de sessions vous avez dédiées à la préparation physique, et j'utilise mon split upper-lower, aussi simple que ça. Personnellement, c'est mon préféré. Ou alors, on va utiliser des sessions, c'est mon préféré à condition qu'on ait plusieurs sessions dans la semaine, ok? Maintenant, sinon, le split full body, simple, ok? Full body, ça marche toujours. Attention, quand on utilise un split full body, ça ne veut pas dire qu'on va faire que du haut du corps sans mettre l'accent plutôt sur un truc que sur un autre truc. Ce qui est intéressant avec les sessions full body, c'est qu'on peut justement mettre plus d'accent sur une extrémité. Donc imaginons que je parte sur une session full body, mais que je travaille avec un footballeur. Bah, bien entendu, les jambes, c'est ma priorité. Donc
Peut-être que le ratio ne sera pas de 50-50, 50-50 entre le haut du corps et le bas du corps. On va peut-être utiliser un split qui va être différent, 70%, 70% pour le bas du corps, 30% pour le haut du corps. Et vous voyez que on arrive à avoir tout le monde, on arrive à avoir le meilleur de tous les mondes, c'est-à-dire qu'avec une session comme ça bien organisée, on peut développer également le côté esthétique, c'est-à-dire qu'on peut avoir une partie dédiée dans l'entraînement simplement au développement de certains tissus qui certes ne vont pas nous servir dans notre sport, mais qui sont plaisants et que éventuellement on veut développer. Tous les athlètes que j'ai entraînés, moi inclus, on aime tous avoir ce look, ok. Le look c'est un truc cool, ça nous fait plaisir, ça nous rend plus performants mentalement aussi. Donc franchement, c'est un truc qu'on peut intégrer dans nos séances. Mais principalement, on veut s'attarder sur les choses qui vont nous donner un retour sur investissement. Et lors de ces séances, peu importe le split que on va choisir, si c'est upper ou lower ou alors full body, eh bien, on doit toujours se focaliser sur le développement d'une de ces qualités athlétiques. Est-ce qu'on développe la force? Est-ce qu'on développe la vitesse? Est-ce qu'on développe la réactivité, qui est un peu l'entre-deux, si on veut, le côté explosif? Bien entendu, il faut dédier vraiment une de ces qualités à chacune de ces séances. Et c'est là où vraiment l'organisation, la programmation, l'art du coaching fait toute la différence. Parce qu'on va devoir organiser le tout de façon à ce que rien ne se marche dessus. Okay? Donc on ne veut pas que la séance porte préjudice à notre sport, le sport qu'on va pratiquer. Mais on veut quand même développer toutes les qualités qu'on a mentionnées. Donc, vous voyez, c'est tout un art. Mais de manière générale, si tu as 2 séances, tu vas choisir une séance sur laquelle tu vas développer plutôt ta force, une séance sur laquelle tu vas développer plutôt ta vitesse. Okay? Si tu fais ça, c'est aussi simple que ça, tu vas avoir des gains. Okay? Maintenant, bien entendu, ça peut être beaucoup plus complexe. Peut-être qu'on dédiera d'autres épisodes à du développement sur la programmation. Bien entendu, c'est ce que j'enseigne à d'autres coachs et j'aurai des programmes, bien entendu, pour tous les athlètes pour que je puisse vous aider au maximum parce que c'est, bien entendu, c'est mon métier, c'est des années de pratique. Je peux pas l'expliquer en 1, 2, 3 podcasts même, ça suffirait pas, bien entendu, ok. C'est pour ça que j'ai fait une formation de 6 mois pour les professionnels du sport et de la santé. Donc en 6 mois, on arrive à des conclusions. Je peux pas le faire en 2, 3 podcasts, bien entendu, mais déjà avec les indications qui ont été données ici, j'espère que ça vous aidera. Donc le body split, oubliez ça. Si tu es un athlète, un footballeur, un basketteur, un combattant de boxe, de MMA, peu importe, c'est vraiment pas intéressant. Donc développe ta force, développe ta vitesse, travaille sur les extrémités qui doivent être développées pour ta personne, d'accord. Encore une fois, pas en regardant le sport en soi, mais toi en tant qu'athlète, et à partir de là, tu verras que tu auras un transfert sur ton activité sportive. On va répondre maintenant à une question qui m'a été envoyée pour la petite information. J'ai créé une page exprès pour que vous puissiez m'envoyer des informations, des questions bien détaillées pour que je puisse y répondre lors du podcast ou alors lors de vidéos YouTube. Le lien est dans la description. Et également dans ma bio Instagram, tu pourras retrouver le lien, tu cliques dessus et tu peux taper vraiment une longue question que je vais lire à chaque fois et à partir de là, je pourrai justement te coacher et répondre plus précisément parce que souvent on est limité sur Instagram lorsque je fais des Q&A, les questions-réponses et voilà, il y a quelques caractères, j'arrive pas à avoir le contexte, c'est un peu compliqué. Donc ici on a une question d'Adriano que j'ai choisi justement sur la tendinopathie rotulienne parce que j'ai reçu énormément de questions sur ce souci-là. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec la tendinopathie rotulienne, on parle ici d'une douleur qui est localisée entre la rotule, donc ce bout d'os rond que vous retrouvez sur votre genou et votre tibia. Okay, il y a un tissu qui rejoint le tout. On appelle ça souvent le tendon rotulien, alors que c'est plutôt un ligament. Hein, 2 tissus qui rejoignent des 2 os, ça s'appelle un ligament. Un tendon, ça rejoint un muscle à un os. Donc là, voilà, je sais pas pourquoi on appelle ça comme ça. Quoi qu'il en soit, on va répondre à la question. Donc ici, le message d'Adriano est le suivant. Salut Kevin, premièrement, bravo pour le contenu que tu partages. Je te suis sur toutes les plateformes que tu mets à disposition et les sujets sont abordés de manière particulièrement pertinente. Je ne suis pas un professionnel du métier ni un sportif de haut niveau, mais j'aime comprendre les choses en profondeur et je tends à penser que l'on distingue les grands dès lors où ils privilégient l'efficient à l'efficace. Bah ça c'est gentil Adriano, j'apprécie mon gars. C'est vraiment ce que je cherche à faire. Je me permets de t'écrire car j'ai depuis maintenant 5 mois ce que je crois déceler des tendinites rotuliennes aux 2 genoux. Concrètement, j'ai des douleurs en fin de mouvement et ça se manifeste à hauteur des genoux entre le haut du tibia et la rotule. Donc, comme mentionné, la zone précise à laquelle on attribue justement ce terme de tendinopathie rotulienne, précédemment appelée tendinite aussi. C'est ce qu'on utilisait, mais on n'utilise plus trop ce mot, voilà, pour ceux qui sont à cheval sur les petits détails.
Anyhow, je me suis perdu ici. Des genoux, où j'en étais. Concrètement, j'ai des douleurs enfin. Rotule. Pour te contextualiser mon cas, je fais de la course, un peu de musculation à la maison, haltère, barre de traction, barre de dips, du Muay Thai que je n'ai pas arrêté durant ces mois et j'avais repris le foot. Donc déjà ici, lorsque je lis cette partie du message, je me dis ok, le gars, il a des douleurs, des tendinopathies rotuliennes. On va partir sur ce diagnostic-là. Et il fait de la course. J'imagine de la course, il parle de longue distance ici. En plus de ça, il fait du Muay Thai et il fait du foot. Donc on a un truc à intensité basse et modérée sur une longue durée, donc beaucoup de volume de travail à laquelle, bien entendu, toute cette force va être absorbée par ces tissus, par ce ligament rotulien. Et ensuite on a du Muay Thai, donc on a les kicks, on a les sauts, etc. On a la corde à sauter, on a tous ces trucs là, donc beaucoup de sauts encore en plus. Et on a du foot, changement de direction, des sprints, des intervalles, etc. Donc déjà là je me dis, il y a beaucoup de volume de travail. Et j'imagine que la fréquence pour pouvoir rentrer tout ça dans une semaine d'entraînement, ça doit être énorme. Ça veut dire une session de foot, 2 sessions de Muay Thai, 2-3 sessions de course. Au bout d'un moment, il y a un truc qui lâche si on ne fait pas les choses correctement. Donc déjà là, il faut déjà se dire, si vous êtes dans un cas similaire, que l'organisation de vos entraînements est très 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 importante ici. Ça c'est un facteur clé avant même que je continue à répondre. C'est un truc que je garde en tête en tout temps. C'est-à-dire que je me dis, ok, si là je vais faire un jogging, là, demain, j'ai une session force max pour le bas du corps. Est-ce que c'est intéressant? Peut-être que mes tissus ne sont pas encore prêts. Peut-être que je dois approcher le tout graduellement, placer mon jogging à un autre endroit, mes sprints à un autre endroit. Donc vous voyez, il faut vraiment penser à tout ça si vous n'avez pas vraiment un gros bagage de course, de sprinter, etc. qui arrive à tolérer toute cette charge et toute cette fréquence, tout ce volume sur ces tissus-là. Donc très important de garder en tête. En réfléchissant, je pense avoir isolé les facteurs qui ont déclenché mes douleurs. Marche rapide du Salève, à douleur aux hanches suite à ça et reprise du foot, petite entorse à la cheville, plus crampon pas adapté à un synthétique dur et douleur au genou. Donc ici encore une fois, je trouve que c'est intéressant parce que souvent on aime attribuer des causes bien précises en se disant ah c'est à cause de ça que j'ai mal. Et moi franchement, je serais pas à l'aise avec le fait de dire t'as créé ça à cause des crampons. Je pense vraiment que c'est une question de volume de travail, de fréquence, tout ce que j'ai mentionné, toutes ces variables au final qui disent que, hey, ok, tu peux avoir les meilleurs crampons du monde, tu peux être sur le meilleur terrain du monde. Au bout d'un moment, si tu en fais trop, pour ton corps, c'est trop. Ton corps, il va te dire, hey mon gars, là c'est trop, ok. Et en plus, tu n'as pas fait le nécessaire pour pouvoir régénérer ces tissus, pour faire en sorte de pouvoir rajouter plus de volume. Donc, je pense pas vraiment que ça soit dû à ça, mais voilà, c'est son diagnostic personnel. Ensuite, il parle des soins ici. Concernant les soins, depuis, j'ai fait 6 séances de physio, une séance avec un ostéo et un massage relaxant. De plus, je fais une routine d'étirement chaque matin pour le bas du corps. Ma question est la suivante. Auprès de quel type de spécialiste je peux m'adresser afin de résoudre ce problème? Eh bien, le spécialiste, déjà, je réponds ici. C'est un préparateur, un personal trainer, un physio, un kiné, d'accord? Quelqu'un qui saura te guider, qui sait créer des adaptations tissulaires et qui est familier avec ce genre de blessure. Donc il ne faut pas hésiter de poser la question et dire à la personne, ok, moi j'ai ça, est-ce que vous êtes compétent dans ce domaine-là? Est-ce que vous pouvez m'aider, oui ou non? Et sinon, est-ce que vous pouvez me recommander quelqu'un, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui, il y a des préparateurs physiques, bien entendu, qui ne savent pas comment créer une adaptation pour ce genre de tissu-là. Donc bien entendu, il faut faire appel à quelqu'un. Okay, et soyez humble les gars. Si vous êtes un coach et vous ne savez pas comment faire ça, ou un kiné et que vous ne savez pas comment faire ça, vous l'avez lu que dans les livres, recommandez quelqu'un. C'est comme ça qu'on aide les gens. Le fait est que quand j'ai discuté avec certains des spécialistes chez qui je me suis rendu, et je dois leur demander de voir un peu plus large sur les zones à couvrir en matière de soins, parce que je n'ai pas ressenti lors de leur manipulation qui me disent ah oui peut-être, ou vous verrez dans 2 semaines et vous n'aurez plus rien. Curieusement, ça me laisse un peu perplexe concernant la personne avec laquelle je suis pris en main. Et malheureusement, à juste titre, car aucune évolution. Bref, l'idée est de ne pas prendre trop de ton temps, mais ce serait avec grand plaisir, bien sûr, si possible, si tu pouvais un peu m'orienter sur quoi faire. Yes, écoute, Adriano, t'as sonné à la bonne porte. Donc déjà ici, ça m'insupporte un peu de voir ce message des
de certains collègues qui font simplement des manipulations. Donc comme il le dit, on fait des manipulations, on dit vous verrez, vous allez bien, vous allez ça va aller dans 2 semaines. Comme si par magie, après une petite manipulation où tu as bougé un peu son genou, ou alors que sais-je, ça se trouve vous avez bougé son épaule opposée en disant t'inquiète, tout est connecté, l'épaule droite va guérir ton genou gauche. Ouais, ok. Ok. Et bien entendu, aucun résultat. La première chose que je tiens à dire, c'est qu'il faut vraiment pas se reposer sur les séances que vous avez avec votre physio, parce que au final, c'est à vous de faire le travail. Encore, le physio, il peut vous donner des devoirs, et c'est ça qui va créer l'adaptation. La séance de 30 minutes avec vos physios, ça va rien changer à part vous éduquer si la personne fait bien son travail. Donc, il faut vraiment pas blâmer les physios pour ça, s'ils font bien leur travail, bien entendu, à condition qu'ils prescrivent les bons exercices, les bonnes modalités à suivre. Mais ça, c'est vraiment le truc à garder en tête. C'est à vous de faire le travail de rééducation. Et le travail de rééducation, au final, il se fait pas une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine quand vous voyez votre physio. Ça se fait tout le temps. Plusieurs fois par jour en fonction d'où vous êtes, plusieurs fois par semaine, etc. Donc c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête. Donc bien entendu, on peut blâmer les professionnels de la santé et du sport tant qu'on veut, mais il faut vous blâmer vous-même aussi si vous ne faites pas les devoirs nécessaires, si vous ne faites pas les exercices qu'on vous recommande de faire, et si vous ne respectez pas la logique de rééducation. Si vous sautez les étapes, il y a un truc qui va lâcher. Donc Adriano, moi je te conseille de faire les choses suivantes, parce que bien entendu, je ne peux pas rentrer dans les détails, ça serait beaucoup trop technique. D'ailleurs, j'ai 2 formations qui vont sortir là-dessus, sur la tendinopathie rotulienne et sur la tendinopathie quadricipitale. Voilà, 2 problèmes que moi j'ai eu et que j'ai traité chez beaucoup d'athlètes, beaucoup de personnes avec succès. Donc on va partager tout ça avec vous. Mais je vais vous donner ici, bien entendu, dans les grandes lignes, ce que vous pouvez faire si vous souffrez de ce genre de problème. Donc il faut simplement penser en étapes ici. On a 6 étapes à garder en tête et il faut vraiment les garder en tête et les respecter. Et encore une fois, je vais parler conceptuellement, parce que conceptuellement, en vrai, on peut l'appliquer pour quasi toutes les blessures, d'accord, et principalement pour celle-ci, avec les détails que je vais mentionner, mais il faut vraiment respecter le tout. Si vous sautez d'une étape à l'autre sans avoir complété l'étape précédente, ça va pas fonctionner. Et souvent, c'est ce qui se passe. Les gens qui font des consultations avec moi, oh, ça marche, je me sentais bien, et j'ai repris, je suis passé de 0 à 100. J'ai repris mon activité. Ah mais là j'ai mal, je comprends pas, ça s'améliore pas. Ouais, ça s'améliore pas parce que tu respectes pas toutes les étapes. Et c'est ça fondamentalement. Et je le sais parce que les gens que j'ai encadrés à 100%, des clients que je voyais par exemple tous les jours ou sur moi, eh bien je sais que ça apporte des résultats quand tout est bien encadré, quand on respecte vraiment toutes les étapes. Donc chacun doit être assez discipliné pour respecter le tout. Première étape à faire lorsqu'on a une tendinopathie rotulienne. On veut arrêter toutes les activités élastiques, c'est-à-dire tout ce qui va être saut, tout ce qui va être course, peu importe la vitesse, même si c'est un jogging à basse intensité, il faut oublier tout ça, Tout ce qui va être, qui va placer une charge intense sur ces tissus, il faut complètement arrêter. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que quand on fait une course, un jogging, intensité basse / modérée, notre corps doit absorber 2 à 3 fois son poids de corps. Donc vous imaginez bien que tout ça, c'est à prendre en considération. 2, on veut charger progressivement le tendon / ligament avec de l'isométrie pour commencer. Et on veut utiliser des angles qui ne sont pas douloureux. Bien entendu, je pourrais vous montrer tout ça lors de la formation, mais on connaît tous l'exercice classique de la chaise où on s'assied, on va contre le mur. On utilise une angulation qui sera entre les 90, 90 degrés et 120 degrés pour cette tendinopathie là, et on va tenir la position. On va ajuster les angles, on va pas travailler dans la zone douloureuse, c'est très important, en dehors de la zone douloureuse, et on va commencer avec une position qu'on arrive à tenir pendant un long moment, c'est-à-dire que l'intensité est relativement basse, et progressivement on peut avancer le tout en prenant des charges, même position mais en prenant des charges, et l'idée c'est simplement de renforcer ce tendon, c'est-à-dire structurellement ce que tu es en train de faire quand tu fais ça, c'est que tu es en train d'envoyer un signal à ton corps qui dit hey, tu vois ces lignes de tissu là, tu vois ce ligament là, et bien là il est en train de faire face à des contraintes, tu dois le rendre meilleur, c'est-à-dire que tu dois créer du nouveau ligament, du nouveau tissu, et c'est comme ça qu'on répare justement le tendon. C'est littéralement ce qui se passe, c'est pas des mots utilisés au hasard. Le corps vient ici placer des nouvelles fibres de collagène, vient aligner le tout correctement, d'accord, et c'est comme ça que on guérit d'une tendinopathie. C'est pas la glace, c'est pas le repos, d'accord, on doit mettre de la charge sur ces tissus pour qu'ils puissent s'adapter. Donc l'isométrie, c'est votre meilleur ami pour commencer.
Ensuite, on veut reprendre les exercices isotoniques, c'est-à-dire les exercices de base où on a différents régimes de contraction. On va descendre, on va monter les fentes, les squats, etc. Je conseille de commencer avec des exercices qui sont moins genoux dominants. J'ai fait une vidéo sur YouTube sur comment s'entraîner avec des douleurs aux genoux. Donc je vous invite à aller checker tout ça. Et l'idée, c'est de commencer peut-être avec des exercices qui vont avoir une dominance au niveau des hanches, des ischio-jambiers et des fessiers, et un peu de quadriceps. Et petit à petit, augmenter vers quelque chose qui va charger un peu plus les quadriceps et donc ce tendon slash ligament rotulien. Okay, et on va progressivement augmenter tout ça. C'est-à-dire que je vais commencer avec des intensités, avec des répétitions plus élevées, une semaine. Deuxième semaine, je peux augmenter progressivement. Ok, là, je peux augmenter encore la semaine d'après. Ensuite, je peux augmenter encore les charges, etc. Ok, donc très intéressant de faire ça. La durée, je ne saurais pas le dire. Il faut voir un peu comment... Ça, c'est très personnel. Mais de manière générale, passer plusieurs semaines à le faire sur un bloc, deux blocs. Deux blocs, pour moi, ça représente environ 6 semaines. Donc là, à partir de là, on regarde. Ok, comment je me sens? Ok, peut-être là, je peux passer à la prochaine phase. J'aurais tendance à dire 3 blocs quand même. Ok, 9 semaines. 9 semaines, c'est vraiment bien. 12 semaines, ça serait le top. Mais si vous êtes vraiment précis, vous êtes un professionnel et vous devez continuer, ok, essayez de voir comment vous jugez le tout. Mais sinon, je conseille 9 à 12 semaines sur ce travail-là en progressant les intensités, donc en prenant plus de poids à chaque fois sur ces exercices isotoniques. Ensuite, et ce n'est que ensuite, on peut reprendre les activités élastiques à basse intensité, puis on peut progresser à haute intensité. C'est-à-dire qu'on va commencer avec de la plio extensive, par exemple, donc des petits sauts, et petit à petit, on va augmenter l'intensité des sauts. On va sauter un peu plus haut, on va appliquer plus de force dans le sol, on va utiliser des modalités de saut un peu plus avancées, etc., etc. Et on va arriver finalement au sprint. Ici, c'est très important d'avoir un ordre de progression qui a du sens, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer par progresser l'intensité. J'aurais tendance à commencer avec une séance. Ok, une séance, je me sens comment? Cool. 2 séances. Vous allez très vite passer à 2 séances dans la semaine, à condition qu'il y ait assez de repos entre ces 2 séances. Je fais mes 2 séances avec ces activités élastiques. Ok, un volume bien précis. Je passe à la prochaine semaine, je rajoute un peu plus de volume si j'ai bien réagi. J'ai fait mes 2 séances, j'ai bien réagi. Cool. Semaine d'après, je garde la même intensité, mais je rajoute un peu plus de volume. Ok, comment j'ai réagi? Ok, cool. Encore une semaine comme ça. On travaille sous forme de cycle ici. Un peu plus de volume. Parfait. Imaginons que la première semaine, j'ai fait 3 séries, 2-3 exercices de saut. Cool, j'ai bien réagi. Semaine d'après, je vais garder exactement les mêmes exercices avec la même intensité, mais je vais faire 4 séries. Ok, semaine d'après, 5 séries. Ok, cool. J'ai vu que j'arrive à tolérer 5 séries sans aucune douleur à X intensité, qui est une intensité basse, pardonnez-moi. Maintenant, semaine d'après, bloc suivant, et bien là, je vais augmenter un peu plus l'intensité. Avant, j'utilisais une intensité basse. Maintenant, je vais passer à une intensité modérée. Et je vais cycler le tout exactement de la même façon. 3 séries, semaine 1, 2 fois dans la semaine, je me sens bien à intensité modérée. 4 séries, je me sens bien. 5 séries, je me sens bien. Parfait. Je passe à intensité modérée / intense. Ok, et je finis finalement avec la phase intense. Donc vous voyez, si on fait le truc bien, ça prend plusieurs mois. Mais c'est là. Après, vous avez un tendon, un / ligament qui est robuste, qui tient. Et ça prend le temps que ça prend au final pour pouvoir être sain et pour pouvoir reprendre l'activité correctement. Ensuite, on peut en 5e étape reprendre son activité principale en ajustant le volume et la fréquence et l'intensité. Exactement la même chose. Imaginons que mon truc c'est le trail, la course à pied, peu importe. Je vais utiliser exactement le même principe. D'accord? J'augmente le volume petit à petit. Ensuite, j'augmente l'intensité. Et c'est comme ça qu'on fait le tout. J'ai fait un podcast également à l'époque, je crois en 2018 ou 2019, je sais plus, où je parlais de comment reprendre la course à pied progressivement, ok, sans avoir mal, sans se faire mal. Donc, je vous invite à aller checker tout ça, c'est vers les débuts. Donc voilà, c'est le même principe. La règle d'or, c'est la progressivité. C'est ce qu'il faut garder en tête en tout temps. Et finalement, c'est un truc qui est très important ici. Lorsque on s'est fait mal quelque part, on va suivre ce processus qui va prendre plusieurs mois éventuellement, mais après, ces dommages, selon mon expérience, vont toujours être légèrement présents. C'est-à-dire que on va toujours avoir une petite piqûre de rappel qui va nous dire « Hey, t'as eu une blessure là ». Et là, je pense qu'il y a ce travail de maintenance qu'il faut constamment garder. Donc le travail qu'on a fait durant la deuxième étape qui consistait à faire des contractions isométriques, ça on veut le garder tout le temps. On veut le garder
toute l'année, toutes les semaines. Il faut les placer à des bons endroits, bien entendu, que ça ait du sens. Mais je pense que une fréquence de 3 fois par semaine, c'est très intéressant. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est obligatoire. Ce n'est pas optionnel. Autrement, la douleur risque de revenir si on ne fait pas ce travail de maintenance. Donc l'isométrie, ça reste encore votre meilleur ami après la convalescence, après que le travail de rééducation complet et de réathlétisation a été fait. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez des choses à implémenter dans votre programmation. N'hésitez pas à envoyer vos questions à travers le lien que vous retrouverez dans la description. Et nous, on se voit, /parle très bientôt. Peace.